Salut gang, aujourd'hui je vais essayer d'être un petit peu plus concis que la dernière fois. Le premier épisode a dépassé la barre des 30 minutes. Mon objectif des podcasts c'est d'être près de 15 à 20 minutes environ. Je prévoyais un petit peu de dépasser avec les shows du début de saison, surtout avec les sujets généraux que j'ai rajoutés à la dernière minute. Le sujet aujourd'hui pour clore le show, ça va être les boom or bust. Je vais cibler 10 joueurs que vous devriez fuir comme la peste, puis 10 autres qui pourraient surprendre un peu tout le monde dans les poules. On fera aussi un retour sur le même genre d'article que j'avais écrit dans la Money League, dans la dernière édition de la revue en 2019. Sans plus attendre, je vous présente immédiatement la division Pacifique. Commençons avec les Sharks de San Jose. Sans surprise, j'ai donné une valeur pour l'équipe du présent de A. Puis aussi du futur A. Si on parle du présent, ben, on a tout le temps un top 6 élite du côté des Sharks. Quand même, moi j'aime bien la profondeur, la manière qu'elle est gérée comme le bottom 6 depuis un an et demi, 2 ans. Un petit peu moins de vedettes. Moi je suis de l'idéologie qu'avoir des vedettes sur une quatrième trio, ça fonctionne pas en simulé. J'ai pas de preuves là-dessus, mais j'ai jamais vraiment vu un gagnant de la Coupe dans la Money League avec un quatrième trio incroyable. Fait que là, si on regarde, mettons, les Sharks cette année, on parle encore de Panarin, Ao, Marchand, Thompson, Keller, Boldy. Défensivement, c'est la même chose. Pour ceux qui sont en audio, encore une fois, je vous conseille fortement de suivre sur YouTube. Ça va être plus simple. Défensivement, tu as Dunn, Hamilton, Nurse, Montour, Trouba, Gouli. Dans les buts, Jarry et Ingram. Très beau duo. Fait que dans le fond, moi je pense que l'objectif des Sharks, c'est de gagner leur premier Coupe Stanley dans Money League. Le défi, par contre, pour arriver à leur objectif, serait peut-être de se dénaturer. Je m'explique. Si mettons on regarde, on va aller voir le roster. Le roster de San Jose. Bon, ok, c'est ce qui est pour la prochaine saison, la discipline. Ça a souvent été, selon moi, la faiblesse de l'équipe. Peut-être la raison pourquoi ils n'ont pas encore gagné. Je n'ai pas checké les statistiques de façon exhaustive en série. Est-ce qu'ils sont vraiment plus punis que la moyenne des autres équipes? Je l'ignore, mais quand on regarde, par exemple, dans la discipline, ils ont combien de joueurs en bas de 80? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 joueurs en bas de 80. Puis c'est tous des joueurs quand même qui vont avoir un lot de minutes sur la glace. Là. On prend, mettons, le plus indiscipliné du groupe, c'est justement Tom Wilson à 55. Ensuite, on peut parler de Montour, Marchand, Dunn, Trouba, Nurse. C'est vraiment des joueurs importants. Fait que je pense que c'est là que je pense le défi de Dave cette année, c'est peut-être d'essayer de se dénaturer en échangeant un ou deux joueurs indisciplinés puis aller un petit peu plus de finesse. Pour revenir avec ça, le roster, mettons pour l'avenir, sans surprise, Dave, c'est le gars qui a le plus de prospects. Fait que c'est pas juste la quantité, il y a aussi de la qualité. Il repêche pas si souvent dans le top 10, mais à force de repêcher, tu sais, un choix de première ronde, je pense que c'est mieux d'avoir deux choix entre 10 et 20 qu'un seul, mettons 7 ou 8e. Mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est jamais l'idéal. Si on regarde, par exemple, à droite, dans le fichier des repêchages, comme cette année, il y avait un choix à première ronde, Ryder Ritchie. 42e, en deuxième ronde, Emile Hemming, un joueur que j'aime bien. Ben, toi, quand on dit de quantité chez les Sharks, regardez le nombre de lignes ici dans le fichier. Il est à 520 pour établir le dernier choix de la saison. Si on prend un gars comme, mettons, moi qui repêche quand même souvent, mettons, je vais aller à Winnipeg. Mettons, San Jose 520, Winnipeg, moi j'arrête à 307. Martin à Ottawa aussi repêche souvent, il est à 231. Fait que ça donne une idée. Il est à peu près avec deux fois plus de prospects en carrière de repêcher. Si on regarde, mettons, moi je dis dans les top prospects qu'il y a, tu as Quinton Musty, Brad Lambert, que je crois beaucoup, même si c'est pas un joueur qui fait plaisir à tout le monde. Broberg, qui vient juste d'être échangé, si on veut. Koivunen, Altunen, un gars que certains vont dire qu'il sort de nulle part, peut-être. C'est pas un nom très connu. Moi, je crois beaucoup en lui. Ensuite, je vais éteindre ça ici. On va revenir sur la feuille. Fait que c'est ça. Moi, je pense que l'intérêt, vraiment, les Sharks, s'ils veulent gagner, c'est peut-être vraiment d'avoir un petit peu moins d'intensité sur la glace pour essayer d'être moins souvent sur le banc des pénalités. Ah, je vais faire un autre petit aparté ici. Regardez bien une petite image que j'ai générée tantôt
Pour le fun, je la trouve belle. Quand on demande avec ChatGPT une image plus réalistique, ça donne quand même quelque chose de moins cartoonesque. Là. On s'entend le requin qui sort de la glace, c'est autre chose. Là. Mais je trouvais que ça représentait bien les Sharks de la Money League. Deuxième équipe, parlons des Flames de Carl. Je pourrais dire que les Flames, c'est un peu comme le métronome de la Money League. Là. On le sait tous qu'ils ont fait les séries à tous les ans depuis le jour 1. Je pense pas que ce record-là risque d'être battu, surtout que je considère vraiment qu'ils vont continuer plusieurs années, à moins d'une bad luck, de beaucoup de blessures. Parce que, mettons, comme dans le pro, j'ai cote encore B+. Fait que ce serait très étonnant qu'ils ne fassent pas les séries. On parle quand même d'un corps de Kuzmenko, Taylor Hall, McCann, Bennett, Giroud, Toffoli, des vétérans qui font encore leur part. Défensivement, c'est beaucoup moins flash. Probablement l'équipe la moins nantie défensivement que j'ai vu des Flames. Le défenseur numéro 1, peut-être Sean Dursey, McDonough, Charrot, Ferrer-Vary, Chernak, Oleksiak. Dans les filets, bon, on connaît toute l'histoire autour des Flames. Ils ont tout le temps eu comme 4 ou 5 gardiens. Je me rappelle d'une époque que leur quatrième gardien était Jonathan Quick. Ils ont eu un Lebiok qui viennent d'échanger. En ce moment, ils ont Jeremy Swayman, John Gibson, Joseph Wall, Kakonen, Johansson. Ils sont vraiment pas à plaindre là-dessus. Pour le futur, je les ai cotés quand même A-, parce qu'ils ne repêchent pas autant, par exemple, que les Sharks, mais ils repêchent quand même tout le temps bien. Les premières années, je trouvais qu'ils repêchaient beaucoup trop souvent. Ben, peut-être pas beaucoup trop souvent, mais ils essaient de mousser leur club. Je me rappelle des choix. Ben, regarde, on va regarder ici à Calgary. On va aller à droite. On en a parlé aussi dans un précédent épisode, là, TJ Oshie en première ronde. Mais si on regarde un petit peu plus loin, mettons 2007, première ronde, Mike Smith, il était déjà dans la Ligue nationale, si je me rappelle bien. Ensuite, si on va à 2009, 2009, c'était des joueurs recrues, des joueurs repêchables. Mais je me souviens de mémoire qu'ils repêchaient souvent des joueurs qui avaient déjà quelques matchs, soit dans la Ligue américaine, soit dans la Ligue nationale. 2010, Jason Demers, c'est pas mal certain. 2011, ils n'ont pas de repêchage là-dessus. 2012, je me trompe peut-être d'équipe. Je pense que je me trompe. Ou bien c'est avec des choix autres que les premières rondes. Comme même TJ Oshie, il faudrait regarder en 2006, est-ce qu'il avait déjà joué? Peut-être. C'est à confirmer. Encore une fois, sans surprise, l'objectif des Flames pour la saison 2024-2025, c'est la Coupe Stanley. Le défi peut-être de l'équipe, ce serait de ne jamais rater les séries. Rendu là, c'est un peu comme, je vais prendre le parallèle avec moi, avec les Jets. Ça fait 15 ans environ que je fais les séries. Je sais que je suis dans une situation où je devrais peut-être faire un pas en arrière pour être meilleur dans 3 ans. Mais en même temps, je ne veux pas détruire ma séquence. Je pense qu'avec Carl, c'est un peu la même chose. Ça serait difficile de dire on arrête de faire les séries un an ou deux pour se booster dans les prospects. Puis de toute façon, sans avoir 30 choix de repêchage, chaque année, il fait quand même de très bons repêchages, des bons choix, des bonnes sélections. Juste cette année, 2 choix de première ronde. Parachak, Bacha, en fin de première ronde. Très bon. Rien à dire. En 2022, encore là, 24e au total. Matechuk. J'aime beaucoup. Donc, je pense que c'est un club qui on pourrait se retrouver dans 10 ans et dire que ça fait 30 ans qu'il fait les séries consécutivement. Ça pourrait être aussi la première équipe à gagner 3 Coupes Stanley. Pour ça, par contre, je persiste à croire qu'il leur faudrait un vrai QB. Un petit peu comme les sénateurs d'Ottawa que j'ai parlé dans un autre show. Eux avaient Sanheim comme numéro 1. Eux, tandis que les Flames, ils ont Sean Dursey. Je suis pas convaincu que tu peux aller jusqu'au bout avec ça. Mais il n'y a pas d'inquiétude à avoir avec Carl. Il a toujours su se réinventer. Autant juger, ben pas juger, mais jongler avec une équipe maintenant et une équipe pour l'avenir. Parlons des Ducks d'Anaheim. Si on va avec les Ducks ici, même chose pour là. Alors ça, c'est un club quand même. Ça va être intéressant de voir ce qu'ils vont décider cette année. Parce que dans le présent, ils ont encore tout un bon club. Là. Je les ai cotés A-. J'ai même devant Calgary pour la valeur sur papier. Je n'ai pas regardé le roster de façon précise. Comme je dis, je ne fais pas vraiment un classement. Là. Je fais juste y aller de façon un petit peu aléatoire. Moi, je les cote A-. Pourquoi? Parce que quand dans ton top 6, tu as un Matthew Tkachuk, Jack Eichel, Nylander,
Villardy, qui a vraiment haussé sa valeur cette année. T'as encore un Jamie Benn. Novak. Novak, c'est pas flashy. Mais si on regarde, mettons, si comme moi, vous dites Novak, pour ça vaut quoi Novak? On va faire une petite recherche. Novak. Ouais, pas Thomas Novak. Hum, Ouais, c'est Thomas Novak, mais avec un H. Bon, le voilà. Ça, 2 saisons quand même. L'année passée, 43 points en 51 matchs. Puis cette année, 45 points en 71 matchs. C'est un bon deuxième centre là, pour l'instant. Si je ne me trompe pas aussi, il y a une certaine valeur défensive. En tout cas, il doit avoir pas loin de 70 minimum. Sinon plus, ben, t'as qu'à dire n'importe quoi. On va regarder ça. Ici, on va y aller avec Anaheim. Bon, voici, je pense, le roster. Il y a juste les gardiens qui ne sont pas mis à jour pour l'instant. Fait que Novak, défenseur, 64. Je pensais qu'il était plus haut que ça. Quoi qu'il en soit, ça reste. T'as Roslovich en troisième ligne. Qui, même si moi j'ai perdu un petit peu confiance en ce centre-là quand je l'avais, ça reste qu'il y a des flashs. C'est un joueur très talentueux, mais vraiment irrégulier. Le gros problème pour Anaheim, c'est l'avenir. Même dans le corps de l'équipe, bon, c'est des gars de 26, 27 ans, 28 ans. T'as des Jamie Benn qui ralentissent beaucoup. Défensivement, c'est la même chose. Là. Mike Riley, Kulikov, Peterson, Goudas. Dans les buts, Cam Talbot, c'est probablement le red flag de l'équipe pour l'instant, surtout pour aspirer à des honneurs. Mais moi, l'objectif du club, je pense, c'est de briser le plafond de verre. En ce moment, si je ne me trompe pas, ça fait combien d'années qu'ils font les séries? Ça fait 2 ans de suite. Le 2 ans, 104 points. Cette année, ils ont fini avec 105. Fait qu'on voit qu'il y a quand même on peut. Bon, je parle d'une progression. À voir l'équipe, comment qu'elle est construite. Là. Dernièrement, je pense, c'est là, quoi, 6 mois qu'ils ont acquis William Nylander. Il va être cher à payer à la fin de la saison, comme je n'ai parlé dans un autre podcast. Sauf que je pense qu'ils ont quand même les moyens de se le permettre. Ah, et avant de passer à la prochaine équipe, je tiens quand même à noter que pour le repêchage de 2025, les Ducks ont déjà en banque 17 choix de repêchage. Fait que oui, l'année passée, ben regarde, ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas repêché, mais ils ont une belle banque pour la prochaine saison. Fait que je crois qu'ils vont pouvoir rattraper le temps perdu d'ici là, parce que côté espoir, là, si on regarde l'équipe, ça va pas fort. Là. J'ai de la difficulté à même cibler un top 3. T'as un Spacek peut-être, un Benning, Sous-Alève. Bon, maintenant parlons des Canucks de Vancouver. Le club A. Mathieu. Voici. Fait que moi j'ai coté pour le présent. Un club à B-. Un club qui devrait batailler pour les séries. L'objectif, évidemment, les séries. Ça fait 4 ans qu'ils sont à l'extérieur, qu'ils ratent. Mais en même temps, c'est un genre de. C'est pas vraiment une reconstruction complète que Mathieu a faite parce qu'il a joué beaucoup avec les échanges. Puis il a fait un super bon travail. Fait que pour le pro, pourquoi je dis B-? Ils ont quand même un Tepet, Drouin, Barzal, Domi, Machelli. Pas des flashs, pas des noms flashy, mais les cotes sont là. À la défensive, Dow T. Harley, ça fait un beau mix jeunesse et vétéran. Ensuite, ça fait un petit peu plus mal. Là. Chatfield, Yoki Arjou, Chekai, Lacombe, je pense pas qu'ils ont encore des grosses cotes. Dans les filets, Lukonen, peut-être à 1 an de s'établir vraiment. Puis Nedeljkovic, si c'était pas de ses blessures, aurait sûrement été un petit peu plus haut. Fait que l'objectif, je disais les séries. Le défi de Vancouver, établir un plan à moyen terme. Parce que je pense qu'il a relevé son premier défi quand il a pris en charge les Canucks. Mathieu a décidé de vraiment faire 2-3 pas en arrière, mais pas attendre 5-7 ans une reconstruction complète. Puis je pense que c'est réussi. Maintenant, il reste à savoir, est-ce qu'il aime mieux faire 2-3 ans les séries, rester comme wild card, puis essayer de progresser ainsi, mettons, d'une année en année, ou de refaire, mettons, 1 année ou 2 pas en arrière, mais pour mieux booster. Il y a quand même des valeurs dans le club, là, c'est à lui de décider. Je pense que les deux avenues sont très rentables de ce côté-là. Maintenant, du côté de Seattle, on va aller voir le repêchage. L'année passée, il y avait 2 choix de première ronde, Solberg puis Hellick. Puis, mettons, pour leur club, on va venir voir ça ici.
Parfait. Fait que moi, pour le présent, j'ai cote C+. Euh, un Crosby, Carew, Butterson, Johnson, Zvechnikov, Killorn. Belle attaque. En défense, Martinez, ouch. Taze, qu'on sent tout le temps surévalué, mais il a les stats, il est stable. Je pense juste parce que c'est un nom à mes yeux qui ne doit pas être un top 2. Mais pour une ligue simulée, c'est assurément un top 2. Ils n'ont pas Locke, Mick Anderson, Markstrom d'un but. Est-ce que c'est juste une mauvaise saison, changement d'équipe? On va voir. Puis tu as Carter Hart, malheureusement pour lui. Pas certain qu'il va jouer dans la Ligue nationale. L'objectif de Seattle, je dirais la progression. Ils ont quand même rivalisé jusqu'à la dernière minute avec Martin pour la Coupe Stanley lors de la dernière saison. Le défi, ce serait peut-être d'éviter les folies du deadline. Parce qu'il y a un beau mix mature jeune, mais est-ce que ça vaudrait la peine de tout échanger pour s'améliorer une année? Quand je dis qu'ils ont un beau mix, mettons comme leur top espoir avec Seattle, moi j'aime beaucoup, mettons, Mishkov évidemment. Moi j'étais un grand fan de Sandon Pelika. Quand même un red flag, j'étais un grand fan d'Eric Brandstrom aussi. C'est pas le même type de joueur à 100%, mais je sais que Sandin Pelika, côté physique, ça peut être difficile. Mais les flashs qu'il a donnés à l'U18, à U20, j'ai adoré. Dans les buts, Augustine, c'est Troy? Je me rappelle plus de son prénom. Bonk, Minton, bon joueur, peut-être middle six. Non, j'aime beaucoup les espoirs à Seattle. Là. Il n'y a pas besoin de faire une refonte. Il peut être dans les séries pour les 7-8 prochaines années. Il y a quand même des joueurs, Johnson à l'attaque, qui a 21 ans, Carew 26, Zvechnikov 24. Peut-être juste la défensive. Vraiment, il va falloir avoir au moins deux des trois. Mettons, je regarde la défensive, l'avenir, Pelika, Banks, Solberg, Badinka, Elik. Ouais, il va falloir au moins qu'il y en ait deux ou trois qui progressent plus rapidement que prévu, parce que je pense que ça pourrait descendre plus vite que plus tard. Je ne suis pas certain si je l'ai mentionné. Pour l'avenir, pour le présent, je notais pour Seattle C+, mais pour l'avenir, j'ai mis à B+. Fait que, il y a vraiment un beau mix. Maintenant, du côté de Vegas. Pour le présent, je les ai mis à D-. Le Vegas, ici. Comme on peut voir, il manque de profondeur. Évidemment, un des centres va pouvoir jouer à l'aile, mais il n'y a pas vraiment un premier trio. Même un deuxième. Mettons un top 6, là, on commence à graffiner un petit peu là, quand Joel Armia va être dedans. J'aime beaucoup Zetterlund. C'est un gars Eklund, Zetterlund, ça pourrait être une belle saison cette année. On ne sait pas. Non, ils vont avoir du temps de glace, ça c'est certain. Mais regardez la défensive. La défensive pro, je pense pas qu'ils visent les séries. Dans les buts, Grubauer, Rettich. Fait que je dirais pour Vegas, pour l'instant, l'objectif c'est la patience puis le repêchage. C'est vraiment là-dessus qu'il faut se concentrer. Parlant de repêchage, ils ont déjà deux choix de première ronde pour 2025. Le leur puis celui des Highlanders. Le défi pour l'année, peut-être trouver un acheteur pour leurs vétérans. Il y a quand même certains noms qui pourraient aider. Comme je dis, peut-être plus Grubauer, Rettich. Je pense pas qu'ils vont pouvoir acquérir deux autres premiers choix, à moins d'échanger un Eklund. Mais je veux dire, ce serait pas dans leur intention, d'après moi. Fait qu'eux autres, vraiment, ils misent la loterie. Puis le draft, ça va être de pas au moins 2 à 3 ans que tout va passer par là. Ah ouais, avant de lâcher Vegas, je veux quand même voir leur dernier repêchage. Ouais, c'est excellent. En ronde 1, Catton, Boisvert, Hag. Moi, je dirais dans leur équipe actuellement, ouais, dans le top 5 des prospects, Catton, Boisvert, Hag, Fadjemo, Blomqvist. Je suis peut-être un rare, là, mais moi, Joël Blomqvist, le gardien de but, c'est un gars à qui je crois beaucoup. Ben, beaucoup. Je crois. Je pense que ça peut être un underdog assez intéressant à avoir sous la main. Les Kings de Los Angeles maintenant. On va y aller ici. Leur dernier repêchage, aucun choix de repêchage. Puis leur équipe. Moi, je les cote pour le présent D-. Je pense pas que viser les séries, c'est dans les plans. Ils ont quand même de jeunes joueurs. Rossi doit progresser, mais il a toujours une bonne valeur. Geeky. Non, défensivement, Zoub, Nemec. Nemec pourrait être intéressant comme saison. Surtout avec l'équipe LNH avec qui il va évoluer. Girlsick, Drisdale, un point d'interrogation, on ne sait jamais. Dans les filets, Joey Dackard, Anunen. Bon, Anunen, fait que vraiment, c'est une équipe en reconstruction. Dans les top prospects, je dirais, on peut le voir dans le repêchage qu'il y a eu en 2023 ici. Will Smith au 5e rang. C'est assurément leur meilleur espoir.
Fabian Liesel, Easton Cohen, Logan Mayou, Berggren. Quand même quelques bons petits joueurs, des gars qui vont remplir des chandails dans le sens que, je- à part Will Smith, je suis pas convaincu qu'il va être des top 3, des top liners. Mais c'est des gars top 9 facilement. Lysel, même lui seul, ça pourrait être un top 6. Je pense qu'il est sur la bonne voie, mais il va vraiment falloir se concentrer sur le repêchage. Ensuite, pour la dernière équipe, on parle des Oilers d'Edmonton. On va y aller ici. Fait que pour les Oilers, pour le présent, j'ai mis présent à eux. Oh, manque de profondeur, manque de talent direct. La première ligne, Barbachev, Beniers, Smith, Riley Smith. Deuxième ligne, Pospisil, Forster, Dryden Hunt. Défensivement, ils n'ont que deux défenseurs pro. Là, quand j'ai fait la vidéo, je ne sais pas si tous les joueurs, les UFA, étaient signés dans les clubs. Avec deux clubs, en tout cas, certainement avec Levi d'un but, 22 ans. L'avenir sera meilleur. Mais avec la défensive qu'il y a, c'est sûr qu'il vise la loterie. Il vise carrément de gagner de ce côté-là. Fait qu'objectif, on parle de patience. Le défi plancher salarial à court terme, comme je dis, j'ai pas pris la peine de regarder ce que ça avait donné pour les agents libres. J'imagine que signer 3-4 joueurs à 8 à 10 millions, je sais pas. Sinon, pendant le camp d'entraînement, pour les équipes qui seraient preneurs, qui chercheraient à descendre leur masse, je pense que les Oilers, ça pourrait être une équipe preneur. Actuellement, les Oilers, ils ont quand même 11 choix de repêchage pour 2025. Ça va venir s'ajouter à leurs meilleurs espoirs, qui sont Shane Wright, Eiserman, Danielson, Oslund, Gaucher. Ils ont eu vraiment un beau draft l'année passée. Parce qu'on peut ajouter un Pulkinen quand même en deuxième ronde. Moi, je ne l'ai pas mis dans mes tops, mais ou même Avramov, j'avais lu vraiment beaucoup de choses. Lui, je ne l'ai jamais vu jouer. Fait que je me fie juste à certaines revues comme Hockey Prospect, ou Elite Prospect plutôt. Fait que c'est ça. Il faut que les Oilers soient patients. C'est vraiment la clé de ce côté-là, un peu comme les Kings. Pour conclure, on va parler des joueurs boom or bust pour la prochaine saison NHL. On va commencer par les busts. Exemple, Charlie Coyle, pour moi, il y a des red flags. Il y a eu 60 points en 82 matchs, mais ça reste le seul joueur des Bruins dans le top 9 qui a fini dans le négatif. S'il n'est pas muté à droite, je pense vraiment, Lindholm en partant va sûrement jouer avec Pasternak. Ils ont quand même octroyé un gros salaire. Puis je pense qu'ils vont prioriser Zaka à Coyle pour l'alignement. Ensuite, je viens de voir que j'ai mis les clubs LNH dans le fichier au lieu des clubs Money League. Je crois que pour ce genre de sujet-là, je pense que c'est mieux. Lindholm, lui aussi, je le mets quand même red flag. Par contre, c'est un petit peu en retardement. C'est-à-dire, je m'explique. L'an passé, au-delà de sa saison plutôt médiocre de 44 points en 75 matchs, je pense qu'il y a 2-3 ans avec Ketchuk, qui avait eu comme 80 points. Là. Je pense pas qu'on va revoir ça. C'est pas un joueur de ce type-là. Je pense que Lane Holm peut. Ça embarque un petit peu dans les cas de Coyle. Un gars two-way, de middle six. Moi, je pense vraiment que c'est un middle six, mais je pense quand même que l'année prochaine, avec le temps de glace qu'on va lui donner à Boston, il va éclater. Fait que pourquoi je ne le mets pas dans le boom? Parce que je pense que sa valeur ne sera jamais aussi haute qu'elle va l'être l'an prochain, mais qui va vite dropper. Ensuite, pour la Caroline, Brent Burns, 43 points. J'ai oublié de marquer en combien de matchs. Je crois pas. Il a peut-être été. Non, il n'a pas été blessé l'année passée. Brent Burns, on va aller voir un petit peu sa fiche. L'année d'avant, il y avait pas loin de 60 points, je crois. Brent Burns, ici, on va aller vérifier. Brent Burns, c'est ça. Il avait 61 points. Là, cette année, 43 points. Il a diminué pratiquement de moitié le nombre de buts. Il reste quand même un gars défensivement fiable. Cependant, moi, je pense qu'avec les joueurs défensifs qu'il y a dans l'équipe, il va un Nemec, par exemple, il y a eu ici. Nemec a joué 60 matchs, mais je crois vraiment qu'ils vont lui donner encore plus de temps de jeu l'an prochain. En parlant de temps de jeu, c'est vrai, je voulais vous montrer ça. Si on va ici, on va y aller au New Jersey.
Pas de summary. On va aller avec le temps de jeu. Pour les défenseurs, Even. Non, pas Even. Ok, ça vous le voilà. Fait que, en ce moment, mettons, bon, Hamilton a été blessé. Ah, pourquoi je marque New Jersey puis tantôt je parle de Nemec? Un petit blanc de mémoire de mon côté. Il joue en Caroline. Désolé du lapsus. Brent Burns. Bon, 21 minutes 30. Ça peut paraître beaucoup. Quand même encore le numéro 1. Cependant, plus la saison allait, moins il jouait de mémoire. En tout cas, du moins, ça paraît en série. Si je clique sur lui, sur le joueur, on va aller voir son temps de glace d'année en année. Il a diminué vraiment dans le fond. Regarde, avec les Sharks, 26 minutes, 26 minutes. Il y a 2 ans, 23 minutes. L'année passée, 21 minutes. Je pense qu'il va rester un gars d'environ 20 minutes. Pas le choix. Même le 54 points, 61, 43. Il va rester quand même dans les 40 points, mais c'est quand même un red flag que je pense pas qu'il va pouvoir progresser. Ben, tu vois, il a quoi, 39 ans. Il doit même approcher du 40. Fait que, bon, un autre joueur, Boone Jenner. 35 en 58. Lui, inutile de le dire. À tout le temps de glace qu'il a, il joue en moyenne une vingtaine de minutes par game. Il a eu l'opportunité de jouer sur à peu près toutes les facettes du jeu, puis il ne produit pas. Si on regarde, mettons, en carrière, ici, temps de jeu, Boom Jenner est le gars le plus utilisé à Columbus avec 20 minutes. 20 minutes de temps de jeu, puis ça fait 3 ans qu'il joue comme ça. 20 minutes de temps de jeu, 35 points en 58 matchs. Il est carrément dans la mauvaise chaise. Il a 8 points en power play. Ici, on peut le voir ici. 8 points en power play. Fait 3 ans de suite qu'il joue 20 minutes, puis il n'a jamais dépassé le 45 points. C'est anormal. Si on regarde dans le temps qu'il jouait du 16-17 minutes ici, mettons 2016 puis 2019, il y avait du 34, 32, 38 points. Fait qu'on lui donne un bon 4 minutes de plus pour 6, 7, 8 points de plus. Je pense pas que ça vaut la peine. Fait que lui, c'est un joueur qui risque de diminuer beaucoup. Un autre joueur qui risque de diminuer, ça c'est juste pour l'âge, Jimmy Benn, 60 en 82, on a vu dans les séries, il traîne son piano. Gustav Nyquist à Nashville, 75 points en 81 matchs. C'est incroyable. Il a fait le même genre de saison, je pense, oui, c'était en 2021-22. Il avait fait 53 points. L'année suivante, 22. Maintenant, il fait 75. Je m'attends à un 50 points. C'est un bon distributeur de powerplay, mais je pense qu'à égalité numérique, son temps de jeu va diminuer. Je pense même pas qu'il va rester sur le top 6. Tristan Jarry, moyenne de 903. Les Pingouins, ça va pas bien. Je pense vraiment qu'ils vont avoir un mauvais. Ben, je sens dire qu'ils vont avoir un mauvais début de saison. Dès qu'ils vont avoir une mauvaise séquence, des gars comme Le Temps, comme j'ai déjà expliqué dans un autre show, des gars comme Le Temps, même Crosby ou Malkin vont se faire échanger. Je serais pas étonné que les joueurs ne se replient pas à 100% tous les matchs. L'équipe vieillissante, quand même, sont à une année. Je pense qu'ils vont attendre que Crosby prenne sa retraite avant de faire un reset. Puis il y a quand même un historique à Pittsburgh quand un gardien commence à baisser. La chaise, le siège éjectable apparaît assez vite. Sergachev, 19 points 34. Je ne reviendrai pas là-dessus, j'en ai parlé dans un autre show. Mark Stone, 53 en 56. Quelqu'un va me dire, OK, il a tout le temps fait du 1 point par match. Pourquoi j'ai un red flag? Ben, si on regarde Mark Stone, mettons, on va aller voir ses statistiques. On peut bien parler de la crosse que fait constamment Tampa Bay avec Kucherov. Puis est-ce qu'ils ont fait la même chose avec Stone l'année passée à Vegas? Je ne sais pas, mais si on regarde le nombre de matchs qu'ils jouent par année à partir de la saison dernière, 56 matchs, 43, 37, 55, 65. Sa dernière saison qu'il a joué complète, c'est en 2018-2019, l'année de son échange entre Ottawa et Vegas. Dans les 3 dernières années, dans le fond, il a raté 110 matchs. Fait que je pense que le red flag, il est très visuel là-dessus. Puis le dernier joueur que je mets, ça va nous donner plusieurs probablement. Moi, c'est Kyle Connor. Kyle Connor, un gars d'un point par match. Encore l'année passée, 61 en 65. Mais sur la glace, pour quelqu'un qui écoute peut-être 60-65 matchs des Jets par année, c'est lamentable. Les turnovers qu'il fait, il est pas bon dans sa zone, il est jamais bien placé. Je pense vraiment que c'est le genre de joueur que les Jets vont finir par échanger. Je pense pas qu'il va rester là encore 3 ans, 3-4 ans.
Selon l'équipe avec qui il va aller. Il ne peut pas aller pour une équipe qui aspire nécessairement. Euh, c'est vraiment, il traîne quelque chose. Il y a trop de négatifs sur ce joueur-là pour les 30-35 buts qu'il peut amener, selon moi. Maintenant, on va parler des joueurs qui pourraient exploser lors de la prochaine saison. Bon, on dépasse encore le 30 minutes. Là. Je suis incapable d'aller plus court. Fait que je vais y aller plus rapidement là-dessus. Mason McTavish, un joueur que j'adore. Vraiment 42 points sur 64 matchs. La seule chose que je peux dire, c'est qu'il y a eu le 7e temps de jeu chez les attaquants d'Anaheim l'année passée. De mémoire, je crois que des gars comme Zegris n'avaient plus, Henrique n'avait plus. Ça va changer. C'est un top 6. C'est un gars que je m'attends à avoir 70 points cette saison. Johnny Gaudreau, 60 points, 81 matchs. Carrément. Tu sais, là, je suis pas chauvin parce que c'est mon joueur. Vous le savez, dans l'autre podcast, j'ai parlé de Torrey Krug qui est inéchangeable avec son salaire. Mais Gaudreau, 60 points, ça n'a aucun sens. Fait qu'il va rebondir. Je pense qu'il va avoir des meilleurs centres. Je pense juste que, tu sais, l'année passée, il a joué beaucoup avec Texier puis Jenner. Jenner que j'ai mis justement dans les busts, qui n'est pas à sa place. Mais là, maintenant, il va pouvoir jouer avec Fantilli ou Ken Johnson. Je pense que ça a fait du bien à Ken Johnson d'aller dans la Ligue américaine l'année passée. Fait qu'à son retour, d'après moi, il va brûler la glace. Victor Edvardson, Edmonton, une signature incroyable. 15 points, 18 matchs. C'est un joueur qui a déjà fait, je pense, c'est comme 56 points en 58 matchs dans le temps à Nashville. Il a des blessures, tous les 2 ans, une blessure grave. Mais s'il reste en santé avec les Oilers, je ne serais pas étonné de le voir à 90 points. Patrick Laine, on a déjà parlé dans un autre podcast, il y avait eu 9 points en 18 matchs. Mais je pense que les 2 années précédentes, il y avait quasiment un point par match. Fait que je pense pas que des gens qui disent c'est un train de cul, pas un score de 30 buts. S'il est en santé, ça reste un gars d'au moins 60 points. Fait que c'est à vérifier avec moi. Moi, je le mets vraiment dans les booms. C'est sûr qu'il va connaître une belle grosse saison. Probablement même 2. Si je ne me trompe pas, il reste 2 ans de salaire, 2 ans de contrat. Fait que c'est un joueur à surveiller pour la prochaine saison. Luke Evangelista, je suis un gars vendu pour ce gars-là. Il a débuté la saison sur le allié droit de 3e ligne, puis il a fini sur le top 6. C'est le 8e en temps de glace chez les attaquants de Nashville. Je pense que ça va changer. Quand je regarde les gars qui ont eu plus de temps de jeu que lui, Sisson, Trenin, Parsinen, Novak, Evangelista, un top 6 safe à mes yeux. New Jersey, Luke Hughes. J'ai longtemtemps cru qu'il gagnerait le Calder à son année recrue. 47 points, 82 matchs, excellent. Mais avec le retour de Hamilton, de sa blessure, je crois. J'ai pas été lire dessus, mais ça fait quand même, il a joué 3 matchs l'année passée, 5 matchs. Fait que ça va l'aider. Maintenant, les équipes adverses ne surveilleront pas juste Hughes. Il va avoir quand même un grand frère en Hamilton. Lafrenière, inutile de le dire, on l'a vu en série. On l'a vu dans la fin de saison parce qu'il avait quand même connu un mauvais début de saison. Peut-être le fait de ne plus être jumelé avec Kako, ça l'a aidé, je ne sais pas. Mais lui aussi, je m'attends, il pourrait faire facilement un point par match cette année. Sorokin, 909, c'est la pire saison de sa carrière à date dans la Ligue nationale. C'est un gars qui nous a habitués à du 919, 924. C'est quand même ça fait juste 3 ans qu'il est dans la Ligue. Mais là, son nouveau contrat commence cette année. Je pense vraiment que Patrick Roy va lui donner sa chance dès le début de la saison. Matty Benners, qui vient de signer aujourd'hui même à l'heure que j'enregistre, son gros contrat de, je crois, 7 millions par année pendant 7 ans. C'est peut-être un peu tôt. Il vient de connaître la gang de la 2e année avec 37 points en 77 matchs. Mais il y avait eu 57 points à son année recrue. Fait que je pense que c'était juste une question de gang de 2e année. Il va rebondir. Puis ça reste un joueur de premier trio pour Seattle. Puis Matthew Nice, 35 points en 80 matchs. Une belle saison. Je pense qu'il va en donner encore plus. C'est un gars qu'on a vu que son entraîneur, ou du moins le coaching staff, toujours apprécié le joueur. Il va avoir de plus en plus de temps de jeu. S'ils peuvent l'utiliser sur un power play, parce qu'au début de l'année, je crois qu'il ne jouait pas sur le 2e power play, mais cette année, il devrait l'avoir. C'est un gars qui pourrait faire un 50-55 points, assurément. Fait que je vous laisse là-dessus. Encore désolé pour la longueur. J'espère que vous appréciez quand même. Salut, messieurs. Ah, avant que j'oublie, j'ai dit en intro que j'allais parler d'un article en 2019, Boom Boss, que j'avais écrit. C'est juste un petit peu pour donner un aperçu, comme quoi des fois, j'ai l'air un petit peu bizarre dans mes affaires, mais j'ai quand même de bons coups à mon actif. Exemple, là on parle de 2019, là, j'avais mis des joueurs cold, j'avais mis Ryan Johnson, sans lire tout le texte, là,
Je disais comme quoi qu'il a eu 14 buts en jouant sur un premier power play. Il me fait penser un peu à Jenner. J'avais vu en lui un gars qui allait dropper. De mémoire, il n'a pas droppé après l'année 2019, j'avais prévu, mais 2 ans après. Là, ensuite, il a été changé et tout ça. Brian Little a croisé des chemins. Finalement, c'est les blessures qui l'ont pas aidé. Jonathan Quick, qui était mon favori à l'époque, je prévoyais une descente en enfer, surtout à cause de la défensive des Kings, qui commençait à être un petit peu plus poreuse. Il n'y avait plus de Matt Green, il y avait des gros joueurs qui jouaient devant le filet, n'étaient plus là. Là-dessus, j'ai eu raison. Jeff Skinner, j'ai eu raison, mais il a rebondi. Fait que ça, j'aurais jamais cru. Si j'avais eu à faire la revue l'année d'après, je l'aurais pas mis d'un boom comme quoi qui aurait pu revenir hot. Frederick Anderson, lui, je pense que je me suis trompé. C'est un gars qui roule sa bosse. Il a tout été régulier quand même. Ensuite, d'un joueur hot, lui, je me suis pas trompé. Pavel Buchnevich. Je l'avais-tu acquis à ce moment-là? Je pense que je l'avais pas encore acquis au moment d'écrire ce petit mémo-là. Il venait de connaître une fin de saison, 24 points en 25 matchs avec les Rangers. Fait que je le voyais vraiment gros. J'ai été étonné quand j'ai vu échanger à Saint-Louis. Sur le coup, j'ai eu peur. Mais non, ça reste un joueur fiable, puis il a développé l'aspect défensif de son jeu. Karl Makar, il m'avait impressionné en ses débuts, puis comme tout le monde, je croyais qu'il allait devenir le joueur qui est devenu. Morrissey, je disais comme quoi que avant sa blessure, il avait connu une super belle saison en 2019, puis qu'avec le départ de Trouba, j'avais l'impression que Morrissey allait avoir un rôle plus pondérant sur la glace. Puis je pense que j'ai eu raison. Je le regardais puis il me faisait penser à Joe Doughty à l'époque. J'avais même noté comme quoi que je le voyais jamais aspirer au Calder, pas au Calder, mais au Norris. Finalement, il a été nominé. Quand même bien. Rupians, à l'époque, mettons Rupians, on parle de 2019, on va aller voir pour le fun. 2019, qu'est-ce qu'il avait fait Rupians? En 2019, il venait de connaître une saison de 22 points en 58 matchs. C'était sa saison recrue. Puis en série, il avait fait 8 points en 13 matchs. Fait que moi, ce que j'avais dit en gros, avant qu'il éclate, puis c'était quand même un choix de fin de deuxième ronde. Où est-ce que j'ai ça? Je vais lire ce que j'avais écrit en 2019. Je peux me tromper grandement ici, car établir un rapport avec les séries éliminatoires est toujours risqué. Toutefois, je prendrais un guess avec ce type de joueur. Là, ici, complètement, je me suis égaré. J'ai hésité entre lui et Texier dans les joueurs hot. Je pense que j'ai fait le bon choix avec Ince. Ensuite, Liney. Je l'ai mentionné. Ok, ça ici, il n'y avait rien à dire. Je pense que c'était so-so ce que j'avais écrit. Fait que c'est ça. C'était juste pour donner un aperçu des fois. Je pense que j'ai quand même un ratio là-dessus. Si on enlève les joueurs évidents, là, évidemment, là, je vais prendre Luke Hughes que j'ai mis cette année. Je pense pas que c'est un secret pour personne qui devrait progresser à moins d'avoir une game cette saison. Mais je suis au-dessus de 50 à 60%, je pense, dans les joueurs que je vais cibler. Là. Mettons, j'en ai ciblé 5 qui sortent un petit peu du lot. Exemple, Ince à l'époque. Ben, sur les 5, je devrais en avoir au moins 3 que j'avais raison. Fait que là-dessus, je vous laisse pas ouvrir cette fois-là. Salut, gang.